Bonjour, ravi de vous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas à l'Opéra Restaurant pour ce nouveau débat des contrepoints de la santé pour parler de sujets majeurs, formation, recherche et innovation avec Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation car ces thèmes sont bien évidemment cruciaux pour l'avenir du système de santé. Votre regard nous intéresse d'autant plus que justement votre regard ne se limite pas à la médecine et à la santé mais à l'ensemble des disciplines universitaires. Vous allez donc élargir notre champ de vision. Cela dit, les sciences de la vie vous ont toujours passionné. Vous vous êtes spécialisé tout d'abord en biochimie, puis en virologie, puis en génétique. Et après un bref passage dans le privé, vous êtes devenu professeur, puis président de l'université Nice Sophia Antipolis. Avec Agnès Buzyn, qu'on a reçu ici en décembre dernier, vous avez entrepris de chambouler la formation des métiers de santé, qui en avaient bien besoin, il faut le reconnaître. Mais avouons-le, avec Pascal et Renaud, on s'y perd un peu. Donc vous allez nous expliquer où on en est, alors que la concertation est encore en cours. Programme donc chargé et essentiel en 3 thèmes. Suppression en 3 temps, suppression du numerus clausus, mais pas de la sélection, ne nous trompons pas. Réforme de la PACES, des 2e et 3e cycles, nouvelle organisation des ECN, épreuves classantes nationales, et évidemment, on parlera aussi de recherche et innovation. Avec Pascal, nous avons énormément de questions, surtout Pascal d'ailleurs qui est passionné par le sujet. Vous pouvez participer au débat en posant vos questions qui sont retransmises par Renaud Degas ici via Twitter avec le hashtag Contrepoint de la santé. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Pascal, première question. Oui, merci Philippe, on est passionné parce qu'on est jeune et parce que le sujet est important. Madame, merci en tout cas d'être avec nous ce matin. La question va être directe finalement de tout début en commençant. Vous allez, comme nous le dit Philippe, vous allez vous remettre en cause dans une réforme sans doute importante. On jugera de la qualité de votre réforme à la fin, dans quelques temps, à l'exécution, mais pour autant, soit, partons du principe que cette réforme est importante. Donc on avait le numerus clausus dans la PACES. La première question c'est OK, mais comment vous voulez ouvrir ces études, en tout cas faire en sorte que plus de jeunes différents y accèdent, mais par quoi vous allez la remplacer, ce numerus clausus et cette PACES d'ailleurs? En 2 minutes. C'est pire que mettre dans 180 secondes. Bonjour à tous. Je crois qu'il faut repartir du constat qui est qu'aujourd'hui, nous avons énormément de jeunes qui étaient des lycéens brillants, qui se retrouvent inscrits à l'université dans une PACES et qui se transforment de lycéens brillants en étudiants ayant parfois réussi leur année et pour autant étant en échec sur un concours. Un système qui dit à des jeunes brillants, venez travailler, mais c'est pas parce que vous travaillez que vous allez être dans une situation de réussite. C'est un système qui d'emblée atteint l'estime de soi, atteint la confiance en soi et fait que les études de santé s'étaient peu à peu transformées en une compétition, en un marathon incessant où on passait de préparation de concours en préparation de concours. Et ça, c'est ce que nous ont dit les étudiants eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de dire que pour accéder aux études de santé, on peut maintenant démarrer ses études par une première année universitaire qui peut être soit majoritairement composée de disciplines de santé au sens large, soit majoritairement composée d'autres disciplines, mais dans tous les cas avec des mineurs dans des disciplines de santé, et que le parcours est conçu pour être un parcours où le jeune, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas les examens sélectifs qui permettront d'entrer dans les études de santé,
eh bien, sera dans un processus de réussite. On fait un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Qu'est-ce que c'est qu'une majeure, Madame Vidal? Alors, dans la façon dont nous avons repensé le cycle licence, le premier cycle universitaire, ce que nous avons fait l'an dernier, c'est supprimer les tuyaux. On rentre dans un grand champ disciplinaire et à l'intérieur de ce champ disciplinaire, on choisit des disciplines et on construit petit à petit son parcours qui amène à une licence. On le fait quand? On le fait avant, après le bac, juste? Alors, sur Parcoursup, il n'y aura pas de sélection. On s'inscrit sur Parcoursup. Dès Parcoursup, comment ça va se passer? En fait, absolument. On s'inscrit dans Parcoursup, dans une des premières années qui indique que c'est une voie d'entrée dans les filières de santé. D'accord. Et cette première année, elle est composée au choix de l'étudiant, si je puis dire, et en fonction de ce qui sera proposé dans les établissements, soit majoritairement d'unités d'enseignement de santé avec des unités d'enseignement complémentaires en dehors du domaine de santé, c'est ce qu'on appelle la majeure santé ou le portail santé, de façon à ce que si l'on n'est pas admis dans les études de santé, eh bien on puisse s'appuyer sur les unités d'enseignement qu'on a déjà eues pour progresser en deuxième année néanmoins. Et on peut aussi choisir de faire des majeurs, par exemple, en mathématiques ou en informatique, et d'y adjoindre, ou en philosophie, ou voilà, ce qu'on veut vraiment, et d'y adjoindre des mineurs santé. Mais comment on se fera la sélection? Alors, comment on va retomber sur nos pieds? Parce que qu'est-ce qui portera plus, la philosophie? D'abord, posons à Madame la Ministre la question, est-ce qu'on parle encore de sélection ou de sélectivité? Et deuxièmement, le concours de première année que nous avons connu, les uns et les autres, ici il y en a beaucoup, il n'existe plus. Non, il n'existe plus. La PACES disparaît. Absolument. Donc, à l'issue de cette première année d'études, on va commencer à regarder une première chose. Cette première chose, c'est l'excellence académique. Quels sont les résultats que les étudiants ont obtenus dans les différentes disciplines en fonction des choix de chacun. En fonction des choix de chacun. À la fin de la première année. À la fin de la première année. Oui, soyons précis, tu as raison. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de ces résultats, il y ait donc une liste d'admissibles qui, eux, seront ensuite soumis à un examen d'admission. Cet examen d'admission qui concernera donc une partie réduite des étudiants qui souhaitaient s'engager dans ces filières. C'est ce dont nous sommes en train de discuter, mais dans les discussions apparaît l'idée qu'il puisse y avoir un oral, notamment. D'accord. Donc 60 000 dans cette admission. 60 000 inscrits en première année. Il y en a combien qui continueront en deuxième année? Alors, idéalement, tous les étudiants continueront dans une deuxième année, mais simplement une partie d'entre eux continueront dans une deuxième année dédiée aux études de santé. D'accord. Donc, on met tous les étudiants en situation de réussir une première année, de pouvoir s'appuyer dessus pour passer en deuxième année, et une fraction d'entre eux qui auront été évalués sur des critères académiques, mais aussi sur d'autres critères, et c'est l'objet de l'examen d'admission en tant que tel, pourront accéder aux études de santé. On fait un peu le reproche d'opacité, de manque peut-être d'équité dans l'oral, parce que les ECR, enfin les QCM, au moins c'était net et clair. Là, il va y avoir un peu de psychologique, de relationnel. Je ne suis pas le ministre, mais je pourrais te dire, comme dans toutes les autres... Tu n'es pas le ministre, ça tombe bien. C'est dommage. Madame la ministre. Non, mais je pense que je partage votre réponse, même si vous ne l'avez pas formulée jusqu'au bout. S'il y a un remaniement. Je crois qu'il y a une part d'épreuves écrites classiques, si je puis dire, qui sont des épreuves anonymes, qui permettent de faire cette liste d'admissibilité. Et ensuite, la façon dont la liste d'admission sera déterminée, c'est quelque chose qui est en cours de discussion et cela pourra inclure un examen oral. Mais voilà, les choses ne sont pas encore figées en termes d'évaluation. Ça fait partie d'une concertation, mais c'est une énorme réforme quand même. Ce sera national, c'est-à-dire que les règles seront les mêmes pour tous.
Alors justement, national, parce que... Madame oui. Vidal, vous parlez de réforme, vous parlez d'études de santé, vous parlez d'études médicales, parce que jusqu'à présent, il y avait déjà des troncs communs, et puis en plus, il y a eu des expérimentations, alter-passes, etc. Mais enfin, on parle des médecins, on parle des odontologistes, on parle des pharmaciens, on parle de la maïeutique. Alors maintenant, je parle de ces 4 filières-là, évidemment. D'accord. Vous ne parlez pas du reste. Pour les études médicales. On y reviendra d'ailleurs. Mais néanmoins, dans le portail santé, on peut aussi imaginer que ce portail santé soit le point d'entrée des études en santé en général. Donc vous validez l'idée ce matin, enfin vous l'avez fait je crois à Reims il y a 48 heures ou 3 jours la semaine dernière, vous validez l'idée de portail santé. Certains étudiants, doyens, etc. sont inquiétés, vous le validez? Alors bien sûr, mais il faut que les choses soient claires. La raison pour laquelle maintenant, après cette concertation nationale qui a fixé ce grand cadre, nous allons sur le terrain, c'est qu'en aucun cas, il ne pourrait y avoir comme choix pour accéder aux études médicales uniquement un portail santé. D'accord. Ce qui est très important, c'est qu'il devra y avoir toujours plusieurs voies d'accès aux études médicales, alors, le portail santé étant l'une de ces voies d'accès. Alors l'autre voie, oui. Et le portail santé devant permettre de poursuivre des études autre part. Très bien. Alors, simplement, là où c'est moins clair, c'est que parfois on dit 60% de portail santé, 40% du reste, voire on dit 40% portail de santé, 60% du reste. Vous comprenez qu'il y a des hésitations. Quel chiffre annoncez-vous ce matin? Alors, j'annonce pas de chiffre parce que ça fait aussi partie des discussions et que moi je suis partisan de faire ce qui a du sens. Et ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas 95-5 ou 90-10, ça c'est sûr. Il faut que ce soit de véritables alternatives pour accéder aux études médicales. Les autres filières doivent être de véritables alternatives. On ne peut pas avoir uniquement un portail santé, sinon, très honnêtement, le risque majeur, c'est qu'on change le nom de la PACES, qu'on l'appelle portail santé, et que rien ne change. Or, la réalité, c'est que nous avons besoin d'avoir des jeunes et de futurs médecins qui soient divers. Et aujourd'hui, ce que faisait le concours, c'est de sélectionner de manière assez uniforme, puisque ça sélectionnait sur uniquement certaines capacités des étudiants, et ça ne prenait pas en compte la totalité de ce qu'ils étaient capables de faire. Je rajoute simplement, si Philippe Leduc avait été agrégé de philosophie, nous faisons une théorie. Mais c'est le cas. Il aurait pu être médecin. Il pourrait être médecin plutôt. Il serait médecin. Il serait médecin avec la nouvelle réforme. Non, oui, bien sûr, il peut faire à la fois une agrégation de philosophie et des études de médecine. Mais bon, ça, tout le monde peut le faire, y compris maintenant. L'idée, c'est de dire qu'on peut... Enfin, maintenant, madame, ce serait très compliqué. Ah, ce serait très long, mais enfin, voilà. Donc, il faut évidemment candidater pour entrer dans des études de santé. Mais je vais prendre un exemple qui vous parlera. Mais pas que, si j'ai bien compris. Il ne faut pas candidater uniquement pour entrer dans des études de santé. Absolument. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, je vais vous prendre un exemple assez classique, je dirais, parce que quand on regarde ce que deviennent les étudiants qui échouent 2 fois au concours, pour moitié, ils se redirigent actuellement vers des filières scientifiques, majoritairement les sciences de la vie, et pour moitié, ils se dirigent vers des carrières juridiques. Ceux qui se dirigent plus vers des filières scientifiques, notamment sciences de la vie, on va dire que c'est ceux qui avaient entamé des études de médecine par amour du côté scientifique. Ceux qui se redirigent vers des études de droit, c'est que globalement, ils se projetaient dans une profession libérale. Je schématise évidemment, et c'est pas aussi simple que ça, mais c'est ce que l'on observe quand on voit les réorientations des jeunes qui ont échoué 2 fois au concours. Aujourd'hui, on pourra, dans une organisation qui est en train d'être pensée par les établissements eux-mêmes, rentrer dans une filière de droit, y adjoindre des formations en santé, choisir de tenter d'entrer dans des études médicales, échouer la première année, faire une deuxième année où on continuera à combiner du droit et de la santé. À la fin de cette deuxième année, soit intégrer des études médicales, soit continuer sur une 3e année de droit. Bilan des courses, 3 ans après le bac, on aura, quoi qu'il en soit,
soit intégré une filière médicale, soit obtenu une licence de droit. D'accord. Donc, C'est la différence fondamentale de mettre les étudiants en situation de réussir plutôt que de les mettre en situation d'échec. Et je ne doute pas qu'un juriste qui, aujourd'hui, a des connaissances en santé, eh bien, puisse faire une carrière tout à fait passionnante, parce qu'on voit de plus en plus l'intersection entre d'accord. le droit et la santé. Vous confirmez qu'on ne pourra pas redoubler, mais qu'on aura une deuxième chance. Absolument. La deuxième chance est inclue dans la façon dont les parcours sont pensés, parce que c'est très important de laisser toujours une deuxième chance. Mais pourquoi assimiler le fait de redoubler alors qu'on a réussi son année formellement sur le papier à une chance? D'accord. C'est quand même une drôle de façon de formuler Ouais. les choses. Donc pour nous, la chance, c'est de pouvoir progresser dans son cycle d'études et de pouvoir tenter une deuxième fois l'entrée Et dans alors des vous- études de médecine. Vous dites que les règles seront nationales, mais ce seront les universités et les ARS qui décideront en fonction des capacités et des besoins du nombre d'étudiants. Alors, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer un peu le système? Parce qu'une université qui n'a pas beaucoup de moyens sera peut-être dans un désert médical, donc ça va accentuer, ça risque d'accentuer les déserts médicaux. Comment vous pouvez faire une péréquation qui fonctionne? Alors, je rajoute simplement, parce que pour libérer un peu la voix de notre camarade, est-ce que ça pourrait faire ce que l'on assistait déjà? En fait, vous allez dans une université, dans une ville, où, dans le fond, vous estimez, vous et votre famille, que vous avez un peu plus de chance. Alors, C'est la régionalisation de l'externat. On retourne à la régionalisation de l'externat et de l'internat. alors les choses sont pensées de façon à ce que l'on puisse démarrer ce cycle d'études, cette première année et cette deuxième année dont je viens de parler, avant de rejoindre des études médicales, dans n'importe quelle université. Ça, c'est un changement radical. Jusqu'à présent, on était obligé d'aller s'inscrire dans une université qui avait une faculté de médecine ou une faculté de santé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La première et éventuellement la deuxième année qui prépare à l'entrée dans les études médicales pourra se faire dans n'importe quelle université. Donc ça, c'est la première partie de ma Donc ça réponse. élargit les possibilités. Ça élargit les possibilités. On sait qu'il y a en fait aujourd'hui beaucoup de jeunes pour qui se déplacer dans une autre ville est un véritable frein et ils ne peuvent pas le faire pour des raisons diverses, hein, qu'elles soient sociales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de maturité. On a souvent des jeunes qui sont très brillants mais qui sont aussi très jeunes et où l'idée d'aller habiter loin de sa famille pour faire des études, bah, c'est compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est qu'on puisse démarrer son cycle d'études dans toutes les universités, y compris celles qui n'ont pas de faculté de médecine. Et on rejoint ensuite les universités qui ont une faculté de médecine pour une partie de son cursus. Et puis de nouveau, l'idée, c'est qu'au moment des stages, on puisse diversifier les lieux où se feront les stages. Et ça change aussi quelque chose sur le long Stage terme. à l'hôpital ou en ville? Absolument, en ambulatoire, en maison de santé, en centre pluridisciplinaire, à l'hôpital. Et pourquoi est-ce que ça change aussi les choses? Parce que quand on s'interroge sur les causes profondes qui font que certaines villes sont dépeuplées en médecins, si on se dit que finalement on a extrait des jeunes pendant 12 à 14 ans de leur ville, j'allais dire de naissance, pour les former, leur demander après 12 à 14 ans de quitter toute la vie qu'ils ont construite là où ils ont étudié pour aller s'installer ailleurs que dans ces villes universitaires, c'est évidemment très compliqué. Et l'idée d'avoir pu démarrer sa formation quelque part, d'avoir rejoint un centre de formation pendant un certain nombre d'années, certes, mais en tout cas pas 12 ou 14 ans, et de pouvoir avoir fait des allers-retours, y compris grâce au stage, dans diverses régions de France,
ça peut aussi modifier la façon dont les gens mais ça pensent leur installation. Mais c'est pas sûr. Est-ce que vous pensez que ça va résoudre les problèmes de besoin? Parce que Pascal, ce qui est important quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a 8700 qui passent en numerus clausus, qui ont accepté en médecine. C'est plus important, c'est un nombre plus important qu'au début du numerus clausus, nettement plus important. Donc, est-ce que vous allez le réaugmenter? Est-ce que ça va vraiment permettre de réduire les déserts médicaux? La ministre de la Santé disait 20% de plus, mais on a 8700. On va avoir trop de médecins à un moment ou pas? Comment vous voyez ces équilibres? Pascal va compléter ma question. Mais sélection ou sélectivité, parce que Philippe, voilà, qui est dans le vieux monde, parle encore de numerus clausus. Mais je parle du passé. Non, mais c'est une sélection. Justement, mais c'est pas sûr. Sélectivité, qu'est-ce que c'est une alors, Madame la ministre, sélection ou sélectivité, c'est une sélection. Évidemment, ce sont des études qui resteront sélectives. Ça c'est voilà. Sélective. Donc une sélection. Vous employez le terme de sélection ou de sélectivité, madame? C'est assez important. On va faire un appel à un agrégé de lettres. Alors, je vais essayer d'expliquer la façon dont vont être pensées les places. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au niveau national, on décide d'un nombre de places et ensuite on les répartit. D'accord? Et on le fait depuis Paris, nationalement, et on ne tient pas compte des besoins des territoires et on ne tient pas compte de la capacité de formation des établissements. Ce qui va limiter le nombre de places, ce sont ces deux choses. Ce sont les besoins en termes de professionnels des territoires et ce sont les capacités de formation. Donc, évidemment, on va démarrer dans un système qui est tel qu'il est, d'accord ? Mais si on le pense de façon à augmenter les capacités de formation, on peut évoluer de quelque chose qui sera sélectif vers de la sélectivité. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de garder cette souplesse. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 30% des médecins qui n'exercent pas. Donc la question de est-ce qu'un jour on va avoir trop de médecins, je ne suis pas sûre qu'on puisse la poser comme ça, parce qu'aujourd'hui, un médecin peut choisir de faire, en termes professionnels, évidemment d'utiliser le fait qu'il soit médecin ou d'utiliser ce qu'il a appris, mais de faire tout à fait autre chose que exercer la médecine. Pour poser des questions à une ministre, par exemple. Par exemple. Et la troisième chose, c'est que... et la troisième chose qui me paraît importante, c'est que on sait qu'il y aura demain énormément de métiers dans le domaine de la santé. Il n'y a pas de risque, comme on disait avant, de pléthore. Je ne pense pas, d'autant plus que quand vous disiez que on avait augmenté le numerus clausus, il ne faut pas oublier qu'on l'a augmenté après l'avoir diminué par 2. C'est-à-dire que dans les années 80-90, le numerus clausus a été diminué par 2. On était à peu près de mémoire sur 4000 places et on est resté pendant très longtemps à ce niveau-là. Et là, en fait, 3005 même. 3005, on est remonté à ce qui se faisait avant cette chute drastique. Oui. Je me suis posé la question, et juste avant de vous poser, de vous interroger sur les autres professions médicales, je me suis posé la question, je voulais avoir votre jugement. Est-ce que vous pensez, quand vous regardez sur le long terme, que la manière dont les pouvoirs publics, et d'ailleurs peut-être les partenaires sociaux, syndicats, etc., ont géré la question de la sélection médicale, enfin des carrières médicales sur le long terme, n'a-t-elle pas finalement, j'allais dire, consacrer l'idée que les pouvoirs publics géraient fort mal les affaires de l'État sur le long terme. J'allais dire vis-à-vis des professionnels, mais des citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, on a fait pendant des années et des années un système extrêmement compliqué. Résultat, aujourd'hui, on n'a plus de médecins, ou on n'a plus de dentistes, ou on n'a plus de pharmaciens. Quelle est votre analyse fondamentale sur ce point ? Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Alors, d'abord, je vais répondre quelque chose de très général, c'est que c'est très facile d'accuser les pouvoirs publics de faire des erreurs, d'autant plus que... J'ai dit et les syndicats. On le sait a posteriori, et que évidemment, enfin moi je suis fondamentalement optimiste, et je pense que personne ne prend volontairement une décision dans le but de générer un problème. Voilà, c'est ma conception du monde et je suis assez contente d'avoir cette conception-là. Non, mais c'est pas diabolique, mais enfin c'est inquiétant quand même, ces politiques publiques. Je pense que chaque fois, les décisions qui sont prises, elles ont une rationalité. Voilà.
L'erreur est humaine, mais bon, vous connaissez la je suite. crois que ce que l'on a vu se produire, c'est on sentait que le système ne fonctionnait pas et on a mis des rustines. C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle dans le monde de l'innovation incrémentale. On essaie d'améliorer un peu le système existant. Et je crois que si on veut transformer profondément les choses, il faut être capable de faire de l'innovation de rupture, c'est-à-dire de faire un pas de côté, de regarder la globalité d'un système et de se dire transformons-le profondément, mais vraiment, pas en rajoutant ici 10 places, en enlevant là je ne sais quoi, en rajoutant des possibilités de stage, mais dans le même temps en ayant un petit peu peur de ce que ça va donner. Je crois que sur ce sujet, et nous en avons été convaincus avec Agnès Buzyn, notamment dès notre arrivée, puisqu'on avait eu ce problème majeur au niveau des ECN, en recevant des jeunes étudiants en médecine qui sont venus nous dire s'il vous plaît, faites quelque chose. Nous n'avons pas fait ces études-là pour ça. Nous ne trouvons plus de sens à ce que nous faisons. Donc là, c'est disruptif, vos réformes. Il y a un mal-être. On passe, au lieu de passer notre temps à apprendre à prendre soin d'un malade dans son entièreté, on passe notre temps à préparer des QCM. Pardon madame, je vous en prie. Un de nos amis, Jean-Michel Chabot, dans le concours médical, écrivait, je ne sais pas s'il est là ce matin, que c'est une réforme très globale. Parce que quand on regarde, vous réformez avec votre collègue, M. Blanquer, tout le second cycle, le bac, vous réformez la PACES, donc le premier cycle, le deuxième cycle avec les ECN, et le troisième cycle. Est-ce que la question est, franchement, est-ce que vous n'allez pas trop vite, trop loin? Vous dites que tout le monde vous comprend, mais on sait bien que parfois les gens disent qu'ils comprennent et puis le pays est à feu et à sang. Je pense que vous avez oublié quelque chose dans la liste. On réforme aussi la formation des professeurs du primaire et du secondaire. Oui. Et les formations infirmières, non mais je pouvais en rajouter. Enfin, alors est-ce que c'est pas trop quand même? Alors la raison pour laquelle je ne crois pas que ce soit trop comme vous dites, c'est que si la transformation n'est pas vraiment systémique, si on ne remet pas l'étudiant au cœur de tous les systèmes, ou le lycéen d'ailleurs, au cœur de tous les systèmes, et qu'on ne met pas tout le monde autour de la réussite, alors on se trouve dans un pays qui est en crise. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont besoin de s'engager, ils nous le disent tous les jours. On a des jeunes qui ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font, ils nous le disent tous les jours. Et on était dans un système qui était devenu tubulaire, avec pour, pas pour objectif, parce que ça ne peut pas être un objectif, mais enfin en tout cas avec pour résultat de normer. Or, ce qui fait une société, c'est la diversité, et c'est ce qui fait une société, c'est que chacun comprend la place et le rôle qu'il a à jouer dans cette société. On va voir dans notre sondage ce que pensent les Français de la formation des médecins, mais est-ce que vous pouvez nous donner assez rapidement un peu les thèmes et les calendriers de la réforme du deuxième cycle, la réforme du troisième cycle, les ECN, ça va pas être tout QCM, comment ça va se passer tout ça? Les enseignants étant visiblement, les étudiants peut-être aussi, assez inquiets sur ce calendrier. Alors le calendrier. La question du calendrier n'est pas figée et n'est pas définitive, parce que je comprends tout à fait qu'au regard de l'ensemble des réformes que vous venez d'évoquer, même si elles ne touchent pas les mêmes champs disciplinaires, c'est compliqué de tout mettre en place en même temps. Donc moi je pense qu'il faut respirer sur la question du calendrier, et là encore, l'objectif c'est d'aller vite, c'est-à-dire de mettre une contrainte de temps, mais néanmoins d'entendre quand on nous dit il nous faut 6 mois ou 1 an de plus. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. S'il faut 6 mois ou 1 an de plus, c'est pas vraiment un sujet. Mais il faut que la transformation ait démarré et que les gens se soient saisis de cette question. On a quand même la chance, je crois, d'avoir à la fois, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, des étudiants et des enseignants-chercheurs et des PUPH qui intrinsèquement savaient qu'il fallait changer quelque chose.
Et donc, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais ce sont aussi des populations qui sont capables, lorsqu'elles sont convaincues, de porter les choses efficacement et avec enthousiasme. Il le disait fort, mais on ne les entendait pas beaucoup. Alors, c'est intéressant que vous pensiez ça. Moi, je pense que souvent, ce qu'on entend le plus, ce n'est pas ceux qui sont forcément le plus représentatifs. Et en tout cas, la façon dont ont été accueillies les différentes réformes du lycée ou de l'enseignement supérieur, à chaque fois, certes, elles ont généré des réactions, parfois vives, mais globalement, les retours qu'on a des vrais gens qui font vraiment sont enfin. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à notre question, vous êtes formidable, parce que sur le calendrier quand même. Alors, 2020, rentrée 2020, donc première année modifiée, donc ceux Absolument. qui vont rentrer en 2019 vont être une génération sacrifiée? Non, ce sera une génération qui aura une chance en plus, puisqu'on va commencer à avoir un système qui va se mettre en place. Là encore, je crois qu'il faut être clair, il existe déjà des preuves de concept de tout ce que nous allons maintenant généraliser avec les alterpasses, avec les licences qui ont été pensées notamment par un certain nombre d'universités parisiennes. 2020, début de la réforme. Donc, rentrée 2020, début de l'implémentation, avec évidemment une phase de transition qu'on va gérer en répartissant les différentes possibilités d'accès entre concours, redoublement, méthode actuelle, on va dire, et nouvelles méthodes. Donc ça fait partie des phases de transition qu'évidemment il nous faudra penser. Sur la réforme des ECN, il y a une première date qui avait été annoncée. On entend que c'est compliqué de tout faire en même temps. S'il faut reculer d'une année, on reculera d'une année. C'est une annonce, ça. C'est une annonce. Non, ça fait partie des discussions qu'on mène en ce moment. Une fois de plus, moi, je ne suis pas arc-boutée sur une date ou sur un calendrier. Je suis arc-boutée sur le fait que les études de santé doivent changer. Oui, parce qu'on disait que la loi Ma Santé 22 là, de Madame Buzyn, que vous portez toutes les deux, mais elle en particulier, elle devait absolument présenter ça là maintenant dans quelques semaines pour pouvoir mettre en application la loi. Et par ordonnance pour 2020, oui. Alors, en fait, oui, cette loi doit passer en ce moment, parce que qui dit rentrée universitaire 2020 pour la transformation de la PACES, dit affichage sur Parcoursup, orientation, inscription des étudiants, etc., à compter de l'automne 2019. D'accord. Et vous confirmez, parce que peut-être vous ne l'avez pas fait très clairement, plus 20% d'étudiants en médecine qui seront... C'est l'ordre de grandeur que l'on a estimé. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire plus 20% partout, ça ne veut pas forcément dire du premier coup. D'accord, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur qu'on a estimé, et surtout, c'est quelque chose qui, là encore, va pouvoir respirer. Oui. Ce que craignent les médecins, les enseignants et l'ordre des médecins, c'est que ce sont des études professionnalisantes. Est-ce qu'avec tout ce système, on ne risque pas de reculer la professionnalisation de ces métiers et de perdre une année de plus? Alors ça, c'est une question qui effectivement est venue parfois dans les débats. Et moi, ce que je leur ai demandé, c'est d'après vous, qu'est-ce que la première année, la PACES, a réellement appris aux étudiants qui leur soit nécessaire et fondamental pour la suite de leurs études? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de leur faire apprendre la même chose dans une première année qui soit un peu moins une course d'obstacles? Oui, ils n'ont certainement pas eu beaucoup de réponses. Ils ne vous ont pas donné beaucoup de réponses. Pour les pharmaciens, les sages-femmes, les odontologistes, les chirurgiens-dentistes, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même processus. On est vraiment en train de parler de l'équivalent de ce que faisait la PACES avant. Donc on est bien sur les 4 professions, médecine, pharmacie, odonto, maïeutique. Pascal, on va passer au sondage. Donc on a posé chaque contrepoint de la santé, on fait un sondage auprès du grand public. Donc là on a la focalisé sur ce que pensent les Français de la formation des médecins. On vous écoute Odile Bexotto de BVA. Merci. Alors Odile. oui, le sondage a été réalisé donc la semaine dernière. On a 89% des Français qui pensent que les médecins français sont plutôt bien formés. Et je dis plutôt parce qu'en fait, il n'y a que 26% qui en sont vraiment convaincus.
Ça, c'est de manière globale. Par contre, quand on leur demande d'apprécier les qualités de leur propre médecin, le dernier médecin qu'ils avaient vu en consultation, là, on a un portrait extrêmement élogieux et dithyrambique des qualités de leur médecin. Donc, ils les jugent à 94% compétents pour soigner les symptômes, compétents pour les préserver leur bonne santé, 94% aussi, avec des taux très élevés de tout à fait convaincus. À l'écoute, sympathique, empathique et très humain, on a 92% aussi de réponses favorables. Un petit peu moins sur la façon de communiquer. Est-ce qu'ils sont capables de communiquer entre eux pour vraiment bien suivre mon parcours de soins? Là, on n'a plus que 86% des Français, dont 36% tout à fait convaincus. Disponible, là, ça chute. On n'a plus que 60% avec 20% de très convaincus. Et par contre, utilise les outils numériques correctement. On n'a plus qu'un Français sur deux qui en est convaincu. Donc, quand on regarde d'ailleurs le profil selon qu'il évalue, puisqu'on leur demandait d'évaluer les qualités du dernier médecin vu en consultation, on a le profil comparé du spécialiste ou du généraliste selon quel était le dernier médecin qu'il avait vu. On s'aperçoit que finalement le spécialiste, ils ont des profils assez proches en termes de qualité perçue. Le spécialiste, bon, en toute logique, est perçu comme plus compétent pour soigner, mais par contre moins disponible et plus en pointe sur le digital. Et de manière... Alors, comment est-ce qu'on fait pour combler l'écart entre la perception globale, où on voit qu'ils sont un petit peu moins dithyrambiques que quand ils évaluent leur propre médecin? On leur demandait finalement, parmi les qualités suivantes, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en tout premier lieu chez les médecins français? Et on a le triptyque qui arrive en tout premier lieu, les compétences médicales pour soigner, 46%. Les qualités humaines, qui arrivent à peu près au même niveau, qualité humaine d'empathie relationnelle à 45%. Les compétences pour soigner les personnes en bonne santé, donc là on voit apparaître quand même l'axe de la prévention, une médecine curative, une médecine préventive qui arrive à 36%, et capacité à dégager du temps pour les patients qui arrive à donc cité par 32% comme une priorité. Après, bon, ça chute un petit peu. Donc on s'aperçoit là qu'on a quand même un triptyque qualité sur les compétences médicales, tant sur le curatif que le préventif, et puis les qualités humaines d'empathie relationnelle. Bon, ça paraît tout à fait classique. Et en fait, dernière question de notre sondage, on leur demandait si la France devait investir davantage dans la recherche médicale publique. Et là, on a vraiment un raz-de-marée. Voilà, quasiment tout le monde. 93% des Français disent oui, bien sûr. Et on a 49%, plus d'un Français sur deux, qui dit oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui leur tient quand même à cœur, que cette recherche médicale publique soit soutenue et défendue. Odile, vous leur avez demandé s'ils étaient prêts à payer également plus d'impôts pour la recherche publique? Non. C'est dommage. Non. Odile. Madame la ministre, comment vous réagissez? Il y a quand même qu'un Français sur 4 qui considère que son médecin est bien formé, enfin le médecin général est bien formé. Donc est-ce que vous pensez qu'ils ont perçu un petit peu ces difficultés de formation? Il me semble qu'en tout cas, dans beaucoup de familles ou dans beaucoup d'entourages, on connaît des jeunes qui ont tenté une PACES, qui ont raconté à quel point c'était difficile. On connaît des jeunes qui ont réussi le concours et qui après racontent à quel point c'est parfois une course d'obstacles. Ça a été raconté effectivement au cinéma avec Première Année. Non, j'ai rencontré le réalisateur de manière fortuite lors d'une émission de radio et je ne savais pas du tout que ce film allait sortir et je me suis dit tiens, c'est une chance de communication. Voilà, un petit hasard sympathique qui m'a fait sourire. Donc, ce qu'on a entendu des étudiants en médecine eux-mêmes, et je pense que c'est ce qu'ils doivent dire, s'ils le disent à deux ministres, ils doivent le dire largement autour d'eux, c'est il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas prendre soin des gens qui vont mal si nous-mêmes on va mal. Et ça, je crois que c'est important. La question de la relation humaine, je crois que c'est ce qui reste évidemment au cœur de la médecine. J'ai tendance à me dire que c'est peut-être aussi quelque chose que cette réforme va permettre. Évidemment, on a besoin de nouvelles technologies.
Évidemment, on a besoin d'outils de plus en plus puissants. Mais je pense qu'on ne doit jamais oublier que c'est presque philosophique, hein. Le rôle du médecin, c'est aussi de rassurer. Et ça, c'est pas une machine qui le fera, c'est des relations humaines. Et ça, c'est très important. Et là encore, quand on a des étudiants qui nous disent, plutôt que de passer du temps auprès des patients à se former, on prépare les QCM des ECN. Il faut qu'on parle de recherche, Pascal, recherche et innovation. Bien sûr. Il y a une loi de programmation de la recherche. Oui. Si vous me permettez simplement, est-ce que vous avez bien conscience, effectivement, les étudiants se plaignent quand même beaucoup de la difficulté de ces études. En tout cas, on le voit notamment par des signes. Il y a eu beaucoup de suicides d'étudiants. Ça, vous en avez conscience, évidemment. J'en ai une pleine conscience. Et pourquoi, par exemple, également, c'est les seules études où les étudiants ne vont pas faire Erasmus à l'étranger, en Europe, on ne les sort pas de leur... Est-ce que c'est les hôpitaux? Est-ce que c'est, puisque je vois que la Fédération hospitalière de France est ici représentée, est-ce que c'est parce qu'on a absolument besoin de ces étudiants pour faire tourner les hôpitaux, etc. Moi, je crois comment ça se fait, ça? Je crois que c'est parce qu'ils vivent leur formation comme une pression permanente. Ouais. Ils la décrivent comme une succession de mises en compétition. Et donc, évidemment, au lieu de respirer et de se dire je vais aller voir un semestre à l'étranger, comment ça se passe, vous allez le faire, ça. Et au lieu que ça se soit valorisé comme une vraie expérience, voilà. Oui, c'est ça. pour le moment, ça ne l'était pas. Et maintenant, ça va l'être, madame. Oui. Erasmus, c'est OK. Vous allez donner 6 mois, un semestre, aux étudiants au moins, ou un an? L'idée vraiment de la nouvelle façon de remplacer les ECN, c'est qu'il y aura évidemment une part académique de vérification des compétences fondamentales, ça c'est obligé, puisque voilà. Mais il y aura aussi une prise en compte des expériences, et y compris une expérience à l'international, dans le cadre d'Erasmus ou dans un autre cadre. Et puis il y aura aussi une prise en compte de la capacité à faire un acte médical. Recherche. Notamment au travers de la simulation. Vous nous annoncez ce matin Erasmus. Vous nous annoncez ce matin Erasmus pour les étudiants en médecine, oui, pour tous. Pour tous, on ne va pas forcer les étudiants à partir en Erasmus et dentaire, non plus. C'est un sujet qui tient très à cœur à Pascal Morel. Et ça va nous parce que pendant 10 ans, on n'arrive pas à trouver, Absolument. pendant 12 ans d'études, on n'arrive pas à trouver 3 mois, 6 mois pour les envoyer à l'étranger, les étudiants. Ça, c'est le vieux monde. Non, mais je crois qu'il faut laisser les étudiants respirer sur ce sujet-là. Ce sera une expérience valorisable, comme la recherche sera une expérience valorisable. Justement, la recherche. Alors, il y a une loi de programmation de la recherche. Oui. Dans le domaine de la santé, donc, on a vu, évidemment, les Français aimeraient qu'il y ait plus de recherche publique. On dit qu'on cherche beaucoup en France, mais on innove peu. De passer de la recherche à l'innovation, c'est difficile. Quel est que les essais cliniques en dehors de l'oncologie en France sont de plus en plus difficiles? Bon, on a l'impression que c'est difficile quand même. Donc, qu'est-ce que dans le domaine de la santé, vous allez pouvoir impulser? Aussi la question des CHU, est-ce qu'il faut réduire le nombre de CHU? Est-ce que le CHU est une bonne méthode pour faire de la recherche? Et au niveau universitaire, quelle est votre vision sur toutes ces problématiques? Alors d'abord, je vais vous faire une forme d'aveu. Parler de recherche médicale, c'est pour moi un point d'entrée pour parler de recherche en général. Parce que parler de recherche médicale et montrer comment... en accumulant des connaissances, on peut à un moment faire correspondre ces connaissances à une utilité pour soigner ou pour prévenir. C'est une façon finalement assez simple de montrer ce qu'apporte en général la recherche à l'humanité. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui pour moi est essentiel. Donc générer de la connaissance, c'est fondamental et c'est ce qui a fait progresser l'humanité depuis toujours. Comment faire alors? Comment faire? Il faut soutenir la recherche et il faut donc une loi de programmation de la recherche, et j'étais absolument ravie que le Premier ministre annonce cette loi de programmation de la recherche. À l'intérieur de la recherche, évidemment, on va retrouver la question de la recherche médicale comme la question de toutes les recherches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le soutien de la population, de la société à la recherche et à la connaissance, c'est quelque chose que j'ai vu se dégrader année après année.
on est sur une ligne de crête où globalement les sociétés, pas seulement la société française, mais en général, hésitent entre la connaissance, c'est du progrès, ou la connaissance, c'est quelque chose qui va faire peur, qui va finir par nous aliéner d'une certaine façon, qui va finir par être nocif. Il y a une crainte, vous pensez qu'il y a une vraie crainte sur la connaissance, sur la recherche? Oui, bien sûr. Le risque de la connaissance. Absolument, parce que, et je crois que l'exemple peut-être le plus facile à comprendre, c'est la question de l'intelligence artificielle. Les gens se disent, est-ce que aller dans un monde où l'intelligence artificielle se développe, ça ne va pas aliéner nos libertés, ça ne va pas poser une question à notre libre arbitre. Et il faut prendre du temps pour expliquer. D'abord, je trouve que le mot intelligence artificielle, les mots sont extrêmement mal choisis. On pourrait parler d'intelligence augmentée sans changer l'acronyme, ça me m'irait déjà beaucoup mieux. Et on vient d'en parler, l'intelligence artificielle, ça doit être un outil à la décision, au final, humaine, évidemment. Mais vous voyez, les gens dans leur tête se disent, on va vivre dans un monde où quelque chose, une intelligence artificielle va tout décider pour nous. Et donc, voilà. Et c'est très important de rappeler d'abord que la recherche, c'est de la production de connaissances, et que la production de connaissances, c'est toujours un progrès. Le Premier ministre dit qu'il faut concilier visibilité, lisibilité et moyens. Absolument. Alors, est-ce que la recherche médicale a assez de moyens, est assez organisée, est assez performante? Comment on peut imaginer qu'on peut la dynamiser ou lui donner plus de moyens? Alors, quelles sont votre visions? On peut la dynamiser, bien sûr. On peut lui donner plus de moyens. On peut l'organiser de façon différente. On peut soutenir et favoriser l'innovation. On peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de possibilités pour les gens qui font de la recherche, j'allais dire, d'amener la connaissance qu'ils ont produite plus loin vers la société. On est dans un système qui, de ce point de vue-là, est extrêmement compliqué, qui est extrêmement cloisonné, où on part sur de la défiance a priori, au lieu de partir sur de la confiance a priori et de la sanction, par contre, vraiment exemplaire en cas de fraude ou de problème. On est dans un monde où, par définition, on est défiant. Et donc, on vous demande en permanence de faire la preuve que vous êtes honnête. Juste une petite question. On va prendre les questions de la salle. Hein. Absolument. Le crédit impôt recherche, vous êtes plutôt pour. Est-ce qu'il faut le réformer parce que les petites entreprises en bénéficient moins que les grosses? Est-ce que c'est un bon outil déjà? Le crédit impôt recherche, c'est incontestablement quelque chose qui a permis de réimplanter de la recherche et développement en France. Maintenant, effectivement, c'est une fois de plus un système qui, pour les petites entreprises, est compliqué, qui, avec la complexité du rescrit fiscal et la complexité de pouvoir être redressé jusqu'à 2 ans, les met dans une insécurité qui fait que les petites entreprises ne l'utilisent peut-être pas suffisamment, mais par contre, incontestablement, ça fait que des sociétés qui ont la majorité de leur chiffre d'affaires ailleurs qu'en France implantent néanmoins leur recherche et développement en France. Oui. D'accord. Voilà, question de la salle, hashtag Contrepoint Santé, Renaud Degas. Il y a une série de questions. Sur le plan formation, vous avez plusieurs fois insisté sur le fait qu'il fallait que les étudiants puissent consacrer leur temps à autre chose que préparer des QCM. Mais au-delà de ça, est-ce que la mise en place de cette nouvelle filière de formation va permettre aussi d'élargir les compétences des professionnels de santé? Par exemple, sur 4 points, c'est ressorti à travers les tweets, la démarche de prévention, la relation aux patients, la relation entre les professionnels de santé, qui est vraiment centrale aujourd'hui, et la gestion de leur cabinet, puisque très souvent, selon les professions, c'est soit un petit cabinet, soit de plus en plus des petites entreprises de santé, et les médecins et autres professionnels qui se retrouvent à la tête ne savent pas forcément gérer. Donc ça, c'est la première question. Il y en a une deuxième,
je vous les fais tout en même temps, comme ça. La deuxième, c'est la question en parallèle de la formation publique. Est-ce que cette réforme va aussi permettre de lutter d'une façon ou d'une autre sur l'implantation des formations privées, comme l'exemple de l'université Pessoa pour les chirurgiens dentistes, qui trouble beaucoup cette profession et je crois aussi les kinés. Et à propos de kinés, il y avait un tweet qui disait: est-ce que ça serait bien aussi de sécuriser les études de kinésithérapie selon la filière MMOP, voilà. Est-ce que ça va être sécurisé au-delà de la réforme actuelle? Sur la recherche, deux questions. Revaloriser, tout le monde veut faire la recherche, etc. Est-ce que concrètement, on va revaloriser la rémunération des chercheurs français? Parce que quand on regarde les fiches de salaire, je pense que si les Français le savaient concrètement, ça étonnerait. A-t-on vraiment les moyens de cette politique de revalorisation? Et si on ne les a pas, où est-ce qu'on peut les trouver? Première question. Et la deuxième, c'est, vous parlez de décloisonner, que les recherches françaises puissent irriguer beaucoup plus les tissus économiques, etc. Mais dans le même temps, j'allais dire, on assiste quand même à un cloisonnement de plus en plus fort, au nom du conflit d'intérêts. Donc il y a quelque chose là de contradictoire. D'un côté, on veut plus implanter les résultats de recherche dans l'économie, et d'un autre côté, on lutte à tout prix contre la relation entre chercheurs, médecins, etc., avec l'industrie. Donc, comment dépasser ça? Et dernière chose, mais ça c'est plus philosophique, pensez-vous que la recherche aujourd'hui fait partie des outils de valorisation et de lutte démocratique? Puisque derrière, vous l'avez évoqué, il y a tout ce qui est complotisme, obscurantisme, la Terre est plate, etc. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que c'est pas un... non, elle n'est pas plate. Est-ce que c'est vraiment un outil aujourd'hui sur lequel, sur le plan démocratique, il y a une urgence à investir? Voilà. Et je crois qu'on terminera comme ça, hein, parce que ces questions sont passionnantes, mais elles sont riches, hein, Madame Viviane. Madame la ministre, vos réactions? Alors, sur la partie formation, oui, la diversification des compétences est totalement dans cette logique. Faire rentrer des jeunes qui avaient potentiellement, en termes d'envie professionnelle, des envies diverses et doubles, en les faisant rentrer notamment au travers de ces filières nouvelles, si je puis dire, c'est aussi faire rentrer dans les études médicales des gens qui vont avoir d'autres centres d'intérêt, envie de regarder d'autres choses. Il faut qu'on soit capable de construire des formations qui vont permettre de donner un minimum de compréhension sur la façon dont on récupère les données, mais aussi un minimum de compréhension sur tout un tas d'autres sujets, parce que, comme je le disais, les professions dans le champ de la santé vont être extrêmement différentes, et tous ces jeunes qui ont une appétence pour les questions de santé, justement, il faut les mettre dans une situation de réussite où ils vont participer au système de santé, travailler en permanence avec des médecins, avec des équipes pluriprofessionnelles et y trouver leur place, même si eux-mêmes ne sont pas médecins. Et c'est vraiment toute l'idée. La complexité aujourd'hui, non seulement du monde qui nous entoure, mais des polypathologies, la question de la prévention, c'est forcément, cette complexité, elle nécessite du travail en équipe. Donc, diversité des profils pour les futurs médecins, diversité des carrières et des professions pour des gens qui sont intéressés pour travailler autour de la santé, autour du bien-être du patient. La question de la prévention est essentielle, la question de la pluridisciplinarité aussi, et on l'a quelque part commencé à inclure ça dans les formations, en faisant de la formation à la prévention et en envoyant des équipes d'étudiants pluridisciplinaires faire de la prévention dans les collèges, dans les lycées, et ils nous donnent des leçons fabuleuses, parce que on a vu des jeunes qui avaient suivi ces cours de prévention l'année d'avant, et qui n'en avaient pas oublié une miette. Et ça fait rêver un professeur, hein, d'avoir des jeunes qui entendent une fois les choses et qui s'en rappellent un an plus tard, parce que, là encore, il y a de l'humain, parce qu'ils ont quasiment le même âge, parce qu'ils ont les mots, parce que
l'éducation par les pairs, c'est aussi essentiel. La question du management, oui, parce que parfois les cabinets nécessitent ces compétences-là, mais c'est si ça intéresse les médecins. Mais l'idée d'avoir des assistants qui vont pouvoir prendre en charge, et je crois que Agnès Buzyn en a annoncé 4000 pour venir justement régler cette question de Est-ce qu'ils vont avoir gestion autour, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'ils vont avoir un parcours universitaire à terme? Il faudra qu'on pense une formation pour ces assistants, mais j'allais dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières dans le domaine de la santé. C'est vraiment permettre de programmer les rendez-vous, de préparer les choses. Donc, pourquoi pas, mais en tout cas, rien de très précis, en tout cas aujourd'hui, en termes de formation dédiée, si je puis dire. Mais par contre, une autre façon de participer à l'équipe autour du patient. Le sujet des kinésithérapeutes, c'est un sujet que je n'oublie pas, mais vous voyez, tout à l'heure, vous disiez, vous faites beaucoup de choses tout en même temps. On s'est quand même concentré, mais je sais que c'est un véritable sujet. Et je sais qu'il faudra un jour qu'on pose la question de comment c'est possible d'avoir une année qui soit obligatoire, mais néanmoins pas inscrite dans les études. Ce qui fait qu'au final, il faut, dans le plus court des cas, 5 ans pour être kiné, mais néanmoins, ça reste un diplôme à Bac+4. Voilà, il faut. C'est compliqué là, manifestement. Oui. Il faut qu'on aborde ça. On a déjà fait un certain nombre d'avancées en donnant notamment la possibilité d'avoir une nouvelle section au Comité national des universités pour ces sujets-là. Mais on mettra à plat la question des études de kiné parce que là aussi, c'est une sorte de chose ça s'est développé de manière un peu anarchique, on va dire. Donc, il faut qu'on regarde là encore comment on peut simplifier ça. Oui, la loi de programmation de la recherche prévoit explicitement, et le Premier ministre l'a annoncé, une réflexion sur la question de l'attractivité des carrières et donc effectivement des salaires des chercheurs, parce que c'est vrai que c'est un sujet, et c'est un sujet dont il faut qu'on se préoccupe, parce que finalement, on va continuer à former probablement les meilleurs docteurs au sens docteur en philosophie du terme, et néanmoins, on n'arrivera pas à les garder, parce qu'aujourd'hui, être recruté en moyenne, je crois que c'est 34 ans, ça peut aller jusqu'à 38 ans dans les sciences de la vie, pour entre 1,3 et 1,6 SMIC. Je pense qu'on va pas tenir longtemps comme ça. Donc oui, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. La question du décloisonnement et la question du conflit d'intérêts, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on se mette dans une logique de confiance a priori, mais par contre de sanctions impitoyables si cette confiance est rompue, plutôt que de se mettre dans une question de défiance a priori. C'est très compliqué de ne pas avoir le droit de faire une expertise au prétexte que peut-être 10 ans plus tôt, on a été financé pour la société qui nous demande une expertise. Enfin, vous voyez, on vit dans un monde où on considère que, a priori, les gens sont malhonnêtes, et ça, je crois que c'est quand même une difficulté. Et la recherche contre les fake news, alors. Et la recherche contre les fake news, ben ça, c'est évidemment essentiel. Il faut qu'on arrive à mettre une réflexion, une méthodologie scientifique dans la formation dès le plus jeune âge, qu'on apprenne à nos jeunes et à l'ensemble d'ailleurs de la population à regarder d'où viennent les sources, qu'on apprenne aux gens à distinguer ce qu'est un fait de ce qu'est une opinion, et qu'on soit capable de faire en sorte qu'une fausse nouvelle ne se répande pas au travers des réseaux sociaux. C'est une étude scientifique qui l'a montré, 16 fois plus vite qu'un fait scientifique. Eh oui. Merci, madame. PSOA, oui, la recherche privée. L'université Est-ce que privée. la réforme, ça joue sur la place donnée? Est-ce que vous allez... Voilà. Et excusez-moi, est-ce qu'on a bien répondu à la question privée, enfin oui, il faut qu'on conclue alors. Non, sur l'université privée, c'est ce qui est un effet important. Oui. Alors effectivement, ces universités de type PSOA, elles se sont montées parce que
on enfermait les jeunes dans une situation d'échec. Et les mettre dans une dynamique de réussite, forcément, ça va changer la donne par rapport à ces structures qui se sont montées et qui prétendent vendre On du est rêve. arrivé au terme, Pascal va conclure, Madame la Ministre, mais une question, sur quels critères vous allez juger la réussite ou la non-réussite, mais on ne vous souhaite pas, mais quel est le critère, quel est le défi le plus important en conclusion? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour réformer on revient aux études, la formation des 4 professions dont on a parlé? Alors, comme on a dit, hein, c'est une réforme qui va en fait porter ses effets dans le temps. Je pense que le premier critère, ça va être le retour à la fois des hospitaliers universitaires et des étudiants sur la façon dont les choses se déroulent et est-ce qu'effectivement chacun y retrouve du plaisir, parce qu'on a parlé du mal-être des étudiants, on aurait pu aussi parler du mal-être des enseignants qui ont l'impression qu'ils enseignent plus en fait leur métier, mais qui forment les étudiants à autre chose, à réussir des concours et pas être médecin. Donc ça c'est évidemment le premier signe. Le retour étudiant. Et puis ça s'inscrit évidemment dans l'ensemble de la loi santé, dans la façon dont on repense les parcours de soins, les équipes pluridisciplinaires. Et donc voilà, le succès il se mesurera aussi à la perception qu'auront les gens de la formation de leurs médecins. On espère qu'ils seront plus de 30%. Madame la Ministre, on aimerait bien vous revoir dans un an, peut-être, ou peut-être avant, pour effectivement revoir toutes ces questions, alors notamment Erasmus, les kinésithérapeutes, mais également des tas d'autres questions. Volontiers. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici à la tribune des contrepoints de la santé. Merci Philippe. Merci à Renaud Degas, à Françoise Millet, à Emmanuel T, à Philippe, à Pascal, à toute l'équipe des contrepoints de la santé. Merci à BVA, à nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care. Et puis un petit coucou supplémentaire à nos amis de Carte Blanche. Madame la Ministre, on a été très heureux de vous avoir. Philippe, je me posais une question, puisque maintenant vous êtes devenu philosophe. En tout cas, je vous ai nommé agrégé de philosophie. Qui a dit, si vous avez tout compris, c'est que vous avez tort? Philippe. Et alors, Madame la Ministre, alors? Eh bien, Lacan, évidemment. Merci beaucoup, bon retour à tous.